10h midi, chez nous, sur Naradio. La dernière demi-heure de l'émission, vous avez plusieurs possibilités pour nous interpeller dans Chez nous, le sexe et vous, tous les mardis de 10h à midi. On répond à toutes vos questions. Vous pouvez les poser via Facebook, via Twitter, via le site de Naradio, www.naradio.fr, et vous pouvez même les poser directement à Sophie par SMS, à condition que vous ayez son numéro de téléphone. Et ça, c'est pas destiné à tout le monde. Il y a quelques chanceux et chanceuses, Sophie, qui ont ton numéro, et tu as une question qui t'est parvenue directement sur ton téléphone. Oui, alors elle est un petit peu difficile, mais on va commencer quand même par celle-là. Donc c'est: une femme peut-elle se reconstruire sexuellement quand un homme l'a psychologiquement détruite? Après elle précise, avec cet homme-là ou d'autres. Voilà ce qu'elle dit, effectivement. Donc effectivement, je pense de toute façon que quand on est résilient, on peut toujours se reconstruire, peu importe ce qu'on a vécu. Après, effectivement, il s'agit de rebondir. Et comme je connais cette personne, je sais qu'elle a les capacités de rebondir. Après, c'est effectivement de décider si elle veut le faire avec cet homme-là ou pas. Et dans ce cas-là, par contre, il va falloir effectivement pouvoir tout se dire, enfin en tout cas se dire beaucoup de choses sur justement le fonctionnement du couple, qu'est-ce qui a déconné, voilà, c'est le mot là qui me vient, donc c'est celui-là que je dis. Quand est-ce qu'on a commencé à dysfonctionner? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le déséquilibre? Tout à l'heure, on parlait de jeu de pouvoir. Est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir qui est établi et du coup, elle en souffre? Aussi, si elle est dans une position de victime, pourquoi elle est dans cette position de victime? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions à se poser. Et le mieux, c'est quand même d'être accompagné, hein, quand on est né à ce stade-là, quand elle parle du terme détruit, quand même, quand on a été détruit, c'est quand même de se faire accompagner par une tierce personne pour pouvoir mener les échanges et pouvoir distribuer la parole avec équité et être là pour maintenir la bienveillance dans le couple, parce que des fois ça peut partir en sucette, effectivement, quand il y a beaucoup de violence comme ça. Là, c'est presque... Enfin, ton rôle est presque dépassé. Là, Sophie, tu orientes dans ces cas-là vers un psy ou une psy, d'ailleurs? Non, parce que en fait, je suis psy et je suis thérapeute de couple, donc du coup, je peux tout à fait gérer. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas... Moi, je suis effectivement sexothérapeute. Je m'en sers comme un outil. Donc, je passe par le ticket sexualité pour accueillir les gens. Mais souvent, on voit que derrière, il y a aussi autre chose. Effectivement, il y a un problème de sexualité, mais il y a également autre chose. Et principalement, effectivement... à La Rochelle et à Paris, je reçois des couples, je suis thérapeute de couple au départ, et donc du coup, ça, je peux tout à fait gérer largement. Et on rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'émission, mais vous pouvez surtout aller, si vraiment vous avez un problème dans votre couple qui vous perturbe, aller consulter Sophie Caldier, sexologue du côté de La Rochelle et de temps en temps à Paris. Donc ça, c'était une question arrivée directement sur le portable de Sophie. On a eu des questions via la page Facebook avec quelqu'un qui a souhaité, parce que c'est aussi une possibilité, hein. Vous êtes nombreux peut-être à vouloir poser des questions à Sophie, mais vous êtes nombreux ou nombreuses à ne pas oser franchir le pas. Vous pouvez totalement faire comme Miss Tigri, qui a utilisé un pseudo pour rester anonyme, ou alors si c'est un prénom, je ne le connaissais pas. Miss Tigri qui dit « Bonjour Sophie, je voudrais savoir comment patienter et faire face à une personne qui esquive toujours au moment de dire « je t'aime ». Alors ça, effectivement, on parlait tout à l'heure des différences de caractère. Il y a des personnes qui sont plus ou moins aptes à savoir dire « je t'aime ». Oui, et puis comme on a vu tout à l'heure, c'est peut-être pas son langage de l'amour de dire « je t'aime ». Le « je t'aime » ferait partie, on va dire, des paroles valorisantes. Voilà. Et elle va peut-être, Miss Tigri, te dire « je t'aime » complètement différemment, soit justement par des moments de qualité, soit par des cadeaux, soit par sa présence, le don de soi dont on parlait, soit par les services rendus. Peut-être qu'elle va faire des choses pour soulager le quotidien, ou effectivement par le toucher physique. Et c'est comme ça qu'elle montre son amour. Et si elle n'a pas appris à dire « je t'aime », c'est compliqué pour elle de pouvoir aujourd'hui te le dire à toi. C'est si compliqué que ça, parce que moi je juge absolument personne, mais ça me paraît toujours bizarre quand on discute avec des amis ou avec des personnes, les gens qui sont dans l'incapacité de dire je t'aime. C'est si compliqué que ça, Sophie? Ça peut être très compliqué quand tu n'as rien entendu comme mot valorisant ou comme mot d'amour quand tu étais petit. Tout simplement, c'est
éducatif également. Plus tu vas dire à un enfant, comme on disait tout à l'heure, plus il y a de câlins, plus il sera équilibré et qu'il aura ce besoin de relationnel et de contact. Pareil pour les mots. Si tu n'as aucune parole valorisante de la part de tes parents et qu'au contraire tu es dénigré ou même si des fois tu en as, par exemple une mère qui va dire à son enfant je t'aime, je t'aime, je t'aime et qui le lendemain va le claquer et va le dénigrer, il saura plus sur quel pied danser et donc plus tard il aura du mal à dire ces mots-là parce que il sait pas ce que ça veut dire en fait. Le je t'aime pour lui ne veut absolument rien dire. Oui, parce qu'il y a aussi l'effet inverse. Il y a les personnes qui peuvent aussi dire je t'aime comme dire bonjour aussi. Exactement, effectivement, et c'est complètement banalisé. Comme je m'excuse, à un moment on s'en fout, tu dis toujours que tu t'excuses, mais tu continues à faire les mêmes erreurs, c'est inutile. Donc le je t'aime, il est pareil. Il peut être soit trop banalisé et du coup t'y crois pas, tu sens pas la profondeur de la personne derrière son je t'aime, ou effectivement il y a des gens qui vont pas le dire parce que ils pensent que quand ils disent je t'aime, c'est un engagement absolu, comme s'ils allaient se marier, et que c'est compliqué pour eux de pouvoir dire ces mots qui sont tellement sacralisés pour eux. Et c'est ça peut-être la réponse à Mistigris, c'est qu'on a parlé depuis le début de l'émission des étapes. C'est vrai que peut-être que dans l'inconscient des personnes qui n'y arrivent pas, le je t'aime, c'est automatiquement passé à une étape supérieure. Exactement, oui, c'est quelque chose de l'engagement qui va c'est comme si on disait je m'engage ou je me marie avec toi. Le je t'aime, il peut être sacralisé comme ça. Et on espère qu'on a répondu aux attentes de Mistigris. Soyez patiente et ça viendra sûrement. Et d'essayer de repérer tous les autres langages de l'amour. Voilà. Voilà, c'est toujours. On repart sur la thématique d'aujourd'hui, sur les 5 langages de l'amour. Le je t'aime, c'est un langage de l'amour. Il y en a 4 autres, donc voir si le compagnon de Mistigris n'a pas un autre langage ou 2 autres langages de l'amour qui ne sont pas les paroles valorisantes. Alors, il y a les moments de qualité, on le rappelle. Il y a également le toucher physique, il y a les services rendus, il y a aussi les cadeaux. Bref, Mistigris, essayez d'identifier ces fameux langages de l'amour. Peut-être qu'ils sont effectivement plus durs à analyser que chez d'autres personnes, parce que ça aussi, ça dépend du cursus et du palmarès amoureux. C'est pas beau comme terme, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir été, Sophie, avec une personne avant qui avait des langages de l'amour différents de la personne avec qui on est à l'instant T. Pardon. Tout à fait, et peut-être qu'au départ, Mistigris doit identifier ses propres langages Voilà. de l'amour. A priori, elle, c'est les paroles qui sont importantes pour elle, le je t'aime est important pour elle, donc elle a besoin d'entendre, ou il, Mistigris. Oui, parce que oui, d'ailleurs, depuis tout à l'heure on dit elle, mais Mistigris peut être un garçon. Effectivement, Mistigris, ça peut être un garçon. Donc il ou elle, en tout cas, a besoin d'entendre ça, et c'est peut-être son premier langage de l'amour, parce que la plupart du temps, notre langage de l'amour, il va s'exprimer quand on va être frustré, quand il va nous manquer quelque chose. Si par exemple la personne nous aide jamais, bah, du coup on va lui reprocher ça parce que c'est notre langage de l'amour à nous. Mais en fait, dans le couple, le but c'est de devenir un petit peu bilingue, d'apprendre, de continuer à parler son langage de l'amour et de parler celui de l'autre. Allez, on va se retrouver pour répondre à 4 autres questions dans un instant sur Naradio Tube et Info. Vous êtes chez nous, Le Sexe et vous. Dernière demi-heure de l'émission consacrée aux réponses de Sophie Caldi à vos interrogations. On va se retrouver juste après Benny King avec Stand By Me. Il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions, 18 minutes exactement puisqu'il est 11h42. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans Chez nous, Le Sexe et vous. Première question donnée par Mistigris sur notre page Facebook qui nous demandait comment patienter et faire face à une personne qui esquive toujours au moment de dire « je t'aime ». Sophie lui a répondu qu'il fallait absolument observer les 5 langages de l'amour dont on a parlé dans cette émission. Il n'y a pas que les paroles valorisantes, il y a aussi les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Deuxième question, Sophie, c'est Aline qui t'interpelle. J'aimerais votre avis, Sophie, sur une situation. J'aime beaucoup un homme, mais je ne sais pas si c'est réciproque. Certaines fois, il me drague ouvertement. D'autres fois, il est très distant. Du coup, je ne sais pas quoi en penser. Ça, c'est effectivement valable pour Aline, mais valable pour beaucoup de personnes. Sophie, c'est toujours vraiment un combat d'arriver à savoir ce que veut l'autre. Oui, effectivement. Et puis là, il semble y avoir une ambiguïté de la part de cet homme vis-à-vis d'elle. Donc, il y a des jours, moi, j'appelle ça souffler le chaud et le froid. Donc, effectivement, il y a des jours où très ouvertement et devant peut-être un public,
il va la draguer, et puis d'autres jours où il va être complètement effectivement distant, peut-être même très très froid, et elle ne saura jamais sur quel pied danser. Malheureusement, ça fait partie de la C'est comment. pas pratique pour la danse de l'amour, ça, de pas savoir sur quel pied danser, Sophie. Bah, quand les deux sont d'accord pour danser ensemble, mais là, on a l'impression qu'elle danse un slow, et puis tout d'un coup, effectivement, elle se retrouve bazardée à l'autre bout de la pièce. Bon, c'est un petit peu compliqué, effectivement, comme danse. Tu passes d'une danse très, très collée serrée à une danse très, très éloignée, et toute seule, voire même voilà, dans son coin. Donc, effectivement, malheureusement, comme c'est suis-moi, je te fuis, ou fuis-moi, je te suis, ça fait un petit peu ça, et ça fait des dégâts parce que ça crée un attachement. Tu vois, plus tu es rejeté, plus tu t'attaches, et donc ça peut être compliqué pour Aline pour pouvoir se retrouver et être épanouie si jamais cette relation commence un jour. Faut contrer dans ces cas-là, Sophie. Est-ce qu'il faut pas faire la même chose pour voir dans la période justement du rejet comment réagit l'autre? Le souci, c'est que tu commences dès le début le jeu du pouvoir, comme on a dit tout à l'heure. C'est vrai. C'est dans une étape qu'on verra la semaine prochaine dans les évolutions du couple. Mais là, dès le début, ils sont sur un déséquilibre avec des enjeux de pouvoir assez terribles. Donc, ça peut être aussi que ce partenaire-là, on va pas toujours lui jeter la pierre forcément, mais il peut être très très timide. Et donc, du coup, va se mettre en valeur à certains moments, et il y a d'autres moments, il est complètement paralysé. Et quand il a l'occasion de se rapprocher d'elle, il n'ose pas. Je ne sais pas trop. Ou alors il est bipolaire, peut-être. Peut-être aussi, effectivement, a priori. Oui, ça peut arriver. En Charente-Maritime, j'en rencontre effectivement pas mal. En tout cas, Aline, c'est pareil, hein, un petit peu comme Mistigri, question de temps, question d'observation, hein, puisque Sophie parle souvent de la communication et aussi de l'observation. Il faut savoir repérer les signes et les différents langages. Là aussi, c'est valable pour Aline. Oui, effectivement, prendre le temps d'observer ce qui se passe et rester toujours centré sur elle. Elle, qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses émotions? Quel est son ressenti? Quelles sont ses envies par rapport à cette personne, hein? Et vraiment toujours rester centré sur soi. L'égoïsme, au départ, n'est pas forcément mauvais. Je le rappelle également dans les relations. On peut être égoïste. Au contraire, s'aimer soi, ça permet de mieux aimer les autres et de pas justement tomber dans des gros pièges relationnels. Et enfin, on a une question d'un homme. Merci Bastien. J'ai de gros soupçons sur la fidélité de ma compagne, dit Bastien, mais je n'ose pas lui poser directement la question car j'ai peur de sa réaction si ce n'est pas le cas. Comment faire? Là aussi, Sophie, difficile quand il y a un petit peu la paranoïa qui s'installe. Quand il y a un doute, c'est jamais évident parce qu'effectivement, je comprends ce que veut dire Bastien. Si on interroge sa compagne et qu'au final, il n'y avait rien d'avéré, ça peut être un gros problème aussi. Oui, après, il faut déjà à nouveau que Bastien se recentre d'abord sur lui. Est-ce qu'il est jaloux naturellement? Est-ce qu'il, justement, comme tu parlais de parano, est-ce qu'il y a une espèce de parano qui s'est créée en lui? Et de voir un petit peu comment il peut gérer ça déjà à son niveau à lui. Et après, on est toujours dans les mêmes trucs, dans l'observation de l'autre, peut-être justement au contraire lui se rapprocher d'elle et voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils ne se sont pas trop éloignés? Est-ce qu'il n'y a pas un fossé qui s'est creusé entre eux qui pousse sa compagne, peut-être pas dans les bras ou dans le lit d'un autre, mais en tout cas vers l'attention soutenu de quelqu'un d'autre parce que lui est moins présent ou plus stressé. Voilà, à s'interroger d'abord sur lui et sa situation personnelle pour après pouvoir regarder ce qui se passe chez l'autre. Et peut-être aborder tout simplement cette question-là en parlant de lui à nouveau, en commençant par pas je crois que tu me trompes ou voilà, mais ben voilà, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Est-ce que tu as la même impression? Voilà, peut-être tout simplement commencer comme ça. Le fameux avoir confiance en soi pour avoir confiance en l'autre, c'est ça, Sophie? Oui, aussi, oui, tout à fait, mais c'est même pas parce que la confiance en soi, malheureusement, ça s'improvise pas, hein. C'est vraiment un travail qui peut se faire en thérapie ou en coaching, mais en tout cas, de prendre le temps d'écouter son ressenti propre, voilà, déjà, en premier lieu, et après, de pouvoir l'exprimer. La réponse de Sophie à Bastien. Vous pouvez retrouver évidemment cette séquence sur la page Facebook de Naradio où vous pouvez aussi pour la semaine prochaine nous poser toutes vos questions.
Plus elles arrivent tôt, mieux c'est. On espère que vous serez nombreux à nous interroger sur la page Facebook, sur le compte Twitter de Naradio ou sur le site internet. On va écouter Lewis Capaldi et Jean-Jacques Goldman sur Naradio Tube et Info. Et nous, on se retrouve juste après pour la toute dernière ligne droite de Chez nous, le sexe et vous. 10h midi, chez nous, sur Naradio. C'est les toutes dernières minutes de l'émission. On répond à vos questions. On a répondu à Mistigri, à Aline, à Bastien. Il nous reste 2 questions. Celle notamment, Sophie, de Kevin, avec Kevin qui pose un problème qui est récurrent chez les jeunes notamment, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent faire des études à l'étranger. Kevin qui vit une relation à distance. Lui, il est à La Rochelle, on l'embrasse, il doit être pas très loin du studio. Et sa copine au Canada. Sophie, comment gérer cette situation, sachant que nous sommes tous les deux très amoureux? Combien de temps elle reste, effectivement, au Canada, et puis de voir un petit peu si lui peut y aller aussi. Mais sinon, moi, je conseille Skype ou autres réseaux sociaux. Oui, parce qu'on n'arrête ouais, pas de taper sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des avantages. Non, Pour les ça, c'est relations bien. à distance, c'est vrai que l'apparition de techniques comme FaceTime, Skype, etc., qui permettent en plus gratuitement de pouvoir parler des heures et des heures et de pouvoir se voir surtout, même s'il n'y a pas le fameux toucher. Sophie, c'est vrai que là, pour le coup, l'évolution technologique a fait grand bien. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ils peuvent approfondir leur relation comme ça, en fait, pour apprendre à peut-être mieux se connaître et peut-être fixer des rendez-vous amoureux aussi, avec des thèmes, par exemple, des thématiques, et de se dire, voilà, 1 fois ou 2 fois par semaine, on se connecte et on parle vraiment de nous, de nos projets, voilà, à avoir des rendez-vous amoureux réguliers. Et puis, éventuellement, pourquoi pas faire l'amour. Après, j'en sais rien comment, où ils en sont dans leurs croyances, etc. Mais faire l'amour par caméra, c'est possible, pourquoi pas. Est-ce que c'est facile, d'une, déjà, de résister à la tentation extérieure, Sophie, quand il y a une telle distance? Et est-ce qu'on en ressort plus fort si jamais le couple tient après une relation longue à distance? Est-ce que ça resserre les liens? Est-ce que, du coup, ça permet vraiment de se sentir encore plus stable dans sa relation amoureuse? Je vais faire une réponse de Normand. C'est très, très variable, effectivement. Y a pas de... Ça dépend vraiment des personnalités. Si tu arrives à maintenir le lien, justement, c'est pour ça que je dis de se fixer des rendez-vous amoureux, pouvoir parler de ses valeurs, pouvoir parler de l'avenir, pouvoir parler de ce qu'on fait, des difficultés, comme si on n'était pas si loin que ça, en fait. La distance, elle peut être aussi dans la tête. Donc, du coup, peut-être se dire que profiter de cet instant-là pour mieux se connaître. Ça, c'était pour la deuxième partie de ta question. Céder à la tentation, oui, ça peut malheureusement arriver avec la distance comme ça. Et ça dépend à nouveau les langages de l'amour. S'il y en a un des deux qui va plus être sur le toucher, la relation sexuelle, et qui a besoin de cette connexion-là absolument, ça risque d'être compliqué à distance, quoi. Ça dépend à nouveau de cultiver les autres langages de l'amour, peut-être que le toucher physique. Et n'hésite pas, Kevin, à nous poser régulièrement des questions. Toi qui habites à La Rochelle, si tu veux même passer en studio, on fera avec plaisir avec Sophie une émission sur les relations à distance, parce qu'on le sait, c'est quand même un sujet qui est de plus en plus répandu. Et c'est vrai que ça peut être une thématique très intéressante. Oui, ça s'appelle aussi les couples vivant chacun chez soi, puisque là, c'est pour les études, pour Kevin et son ami. Mais de plus en plus maintenant, dans les secondes parties de vie, quand on a déjà été marié, qu'on a eu des enfants avec une personne, souvent dans les couples recomposés, on ne vit pas chez soi, on n'a pas un appartement pour deux, mais 2 appartements pour 2, et on se retrouve chez l'un, chez l'autre. Et ça peut être aussi bien effectivement à 10 km que à 50 ou 100 ou 200 ou 300 ou 400 km. Donc ça, c'est vraiment... Même quand on habite ensemble, il peut y avoir des relations à distance au sein même d'une même maison ou d'un appartement, Sophie. Ah bon? Je ne sais pas. Il y a des couples, ceux qui ronflent notamment, ils peuvent être chacun dans une chambre. Oui, mais ça, c'est pareil. C'est aussi pas mal, en fait, effectivement, de faire chambre à part. On le voit souvent comme une fin en soi, la fin d'un couple, etc. Mais je me rappelle, je sais plus, je crois que c'est un roman de... Comment il s'appelle bref, je sais plus le nom. C'est celui qui a écrit Le Zubial ou des trucs comme ça. Alexandre Jardin, voilà. Et il prônait, lui, les chambres à part, et de se retrouver quand on avait du désir pour l'autre. Et ça, c'était vraiment super, du coup, parce que tu cultives ça. Bon, après, il faut avoir les moyens d'avoir deux chambres différentes. C'est sûr. Alexandre Jardin, on se fait pas de soucis pour lui, mais
Mais effectivement, on fera ce test. thème parce que franchement, c'est super. Pas le test, mais on fera le thème dans une prochaine émission. Et merci à Kevin encore une fois d'avoir osé poser une question dans Na Radio, le sexe et vous. Une dernière question, celle de Charline. Nous venons d'apprendre que mon mari était stérile et depuis, il a un blocage au moment de faire l'amour. Il ne veut pas consulter. Que dois-je faire? C'est vrai que Sophie, j'aimerais pas être à la place du mari de Charline. On doit pas trop envie, on doit avoir un peu honte dans ce cas-là. On doit pas trop avoir envie de pousser la porte pour consulter. Là, ils ont certainement consulté parce que ça se pose pas comme ça, un diagnostic de stérilité. Hein. Non, je pense qu'il veut consulter par rapport, à mon avis, au fait que maintenant il a un blocage au moment de faire l'amour. Ah, d'accord, ok. À mon avis. Oui, excuse-moi, oui, j'étais restée sur la première partie qui déjà est traumatisante, peut-être effectivement pour monsieur d'apprendre ce diagnostic-là. Oui, ça peut être compliqué de régler le problème à deux là, parce que a priori, c'est enfermé. Dans sa culpabilité, comme tu disais, et donc et dans la honte certainement également. Donc du coup, il a du mal vraiment à retourner vers Charline. Donc ça serait mieux de pouvoir avoir un tiers. Alors un ami, c'est toujours malvenu. Enfin, d'aller consulter, c'est quand même en face quelqu'un de neutre et de non jugeant. C'est quand même mieux que des amis. Ou un entourage ou famille, parce qu'on sait très bien que les gens vont toujours donner leur opinion et qu'ils vont toujours prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc la consultation, même si au départ c'est un petit peu diabolisé, d'aller voir un psy ou un thérapeute, ça peut quand même être le mieux pour eux deux. Donc courage Charline, et de trouver les arguments pour pouvoir aller consulter. Mais déjà, l'argument aussi pour essayer d'enlever le blocage, c'est que, parce que je t'écoute et je prends toujours note, Sophie, c'est qu'il a aussi associé un peu psychologiquement la sexualité à la procréation, au fait de faire un enfant, et qu'il faut qu'il réassocie la sexualité au plaisir. Exactement, oui. C'est ce que au tout début, quand tu posais Quel ta bon question. élève je suis. Oui, je me exactement. surprends. Ouais, c'est parfait. Vous formez un bon duo. Non, mais au départ, effectivement, peut-être que la sexualité était trop associée au fait d'avoir des enfants, alors que la sexualité, comme tu dis exactement, c'est un plaisir à part entière, et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un objectif d'enfant derrière. Et on rappelle que cette partie de l'émission, la dernière demi-heure, se retrouve sur la page Facebook de Na Radio. N'hésitez pas, si ça vous inspire, à nous poser des questions pour la semaine prochaine. Attention, Sophie, ne débarque pas à 10h moins 10 pour avoir le café la semaine prochaine, parce que changement d'horaire pour Na Radio, le sexe et vous. La semaine prochaine, on sera là encore le mardi pour vous proposer des thématiques et répondre à vos questions, mais 14h, 16h. J'aurai quand même mon café, j'espère, à 14h. Oui, bien sûr. Ça va te permettre de faire de faire la grasse matinée crapuleuse dont tu es aficionado. J'aime bien la sieste crapuleuse, moi. Mais bon, je ne pourrais pas la faire ici. 14h, du coup, ça va être compliqué. On va demander à Alex. Mais on permettra aux auditeurs de faire leur sieste crapuleuse en leur donnant des conseils. En nous écoutant avec nos douces voix suaves avec Sophie, ça va sûrement vous motiver. On l'espère en tout cas. Et puis, on va demander à Nicolas Coute qui t'installe un matelas vers 13h juste à côté du studio. Merci beaucoup, Sophie. À la semaine prochaine. Merci à toi. À bientôt. Na Radio, tube et info.